Ce chantier qui est en train de se terminer, c'est l'un des plus importants de ces dernières années dans l'île. Depuis 2009, des milliers de personnes y ont œuvré. Des centaines de kilomètres de câbles, des moteurs gros comme des maisons. La nouvelle centrale électrique du port ne doit pas seulement répondre à l'augmentation de la consommation. Ce concentré de technologie a été conçu pour s'adapter et intégrer les futures énergies renouvelables. C'est ici que tout commence. Au bout du couloir, une salle sécurisée. Certes, c'est une première porte blindée. On est dans un sas qui mène donc à la salle de conduite avec une deuxième porte blindée. Il faut badger une deuxième fois. On a un gros verrou qui s'ouvre et on accède à la salle. C'est le centre névralgique. On y contrôle en temps réel l'ensemble du réseau électrique de l'île. Si votre téléviseur fonctionne ce soir et si votre radio-réveil sonnera à l'heure demain matin, c'est parce que Thierry s'assure que tous les foyers sont correctement alimentés. Comme l'énergie ne se stocke pas, il gère en flux tendu le lancement ou l'arrêt d'une machine. Oui, Clovis ? Ok, bon, on est bon pour le PC4, tu peux démarrer. Hein ? Oui, s'il te plaît. Il doit en permanence gérer l'équilibre entre la production et la demande. L'œil rivé sur ce relevé de fréquence qui ne doit jamais trop s'éloigner des 50 Hz. Si la consommation est trop importante, la fréquence diminue et inversement. La Réunion, c'est une île, la consommation et la production sont assez petites. Donc on subit très facilement un gros consommateur qui se connecte. On va le voir tout de suite. Quand il consomme beaucoup ou quand il se déconnecte aussi, on veut le savoir pour pouvoir anticiper l'ajustement de la fréquence notamment. On essaye de ne pas descendre en dessous de 0,2 Hz, en plus ou en moins. Donc après, il faut agir en ajustant, en augmentant des groupes. Actuellement, j'ai une petite baisse de fréquence. Il suffit pour moi d'ouvrir des vannes sur les groupes de Rivière de l'Est, par exemple. Donc là, j'ai 3 groupes qui sont connectés, je peux les accélérer. On verra que ça monte. Donc si on était dans un système parfait, on serait à 50 Hz en permanence. Mais bon. 7 personnes se relaient jour et nuit devant ces écrans pour permettre un suivi constant. En se basant sur des prévisions et l'expérience, les opérateurs jonglent avec différents moyens de production. L'hydraulique et les énergies renouvelables, bien sûr, mais aussi le thermique, essentiel pour stabiliser le réseau et surtout pallier à une brutale augmentation de la demande. Leur plus gros ennemi, c'est la perte imprévue de l'une de ces sources. Lorsque un gros groupe, on perd un groupe pour une avarie en temps réel, 40 MW, presque à coup sûr, on va avoir un délestage, c'est-à-dire une coupure d'alimentation, parce que 40 MW, c'est la consommation de Saint-Paul, Saint-Pierre en ce moment. Donc c'est une consommation importante. Quand on perd 40 MW, il y a du délestage réparti sur l'île pour que ce ne soit pas une seule ville qui soit coupée. Alors que si vous perdez uniquement un groupe de moins de 20 MW, on ne va pas au délestage. La fréquence va bouger et le dispatcher va réagir immédiatement en mobilisant des moyens de production qui sont disponibles à l'instant. L'idée, c'est donc de segmenter l'offre. C'est ce que doit permettre la nouvelle centrale du Port-Est. Un immense outil dernier cri, construit pour aider à faire face aux 57% d'augmentation de la consommation électrique ces 10 dernières années. La remplaçante de l'ancienne centrale thermique du Port-Ouest va apporter de la stabilité et de la souplesse au réseau. On a 12 tranches qui sont complètement indépendantes les unes des autres, qui peuvent chacune fonctionner à des taux de charge différents. Donc on a une très grande flexibilité de la production à partir de cette nouvelle centrale. Elle fait, on a dit, jusqu'à 200 MW, mais elle n'est pas faite pour tourner à 200 MW parce que son côté extrêmement flexible pour la production, justement, permet de boucler en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande sur le réseau électrique. On a des centrales de base sur l'île donc qui produisent en permanence et donc qui sont très peu flexibles. Et cette centrale, elle, fait plus de la dentelle, c'est-à-dire qu'en fonction de la demande au cours de la journée, d'une journée à l'autre, on va pouvoir adapter la production à la demande. À terme, cette souplesse va aussi autoriser le développement de l'utilisation des énergies renouvelables. Des sources d'avenir, mais trop inégales pour assurer la stabilité d'un réseau électrique. Elle va pouvoir s'adapter très facilement dans le paysage énergétique qui va venir dans les années à venir avec l'ensemble des projets qui sont en développement, énergie des mers, steppe marine, le solaire, l'éolien, etc. On a la possibilité de moduler la production justement en fonction des moyens qui vont venir produire de façon intermittente. Et donc on peut, dans la limite évidemment de la technique, mais on peut de façon très modulaire produire avec une grande flexibilité de l'énergie en fonction du besoin du réseau.
Pour l'heure, le chantier est terminé à 80% et les essais ont débuté. Une centrale à 500 millions d'euros qui occupe 11 hectares de terrain. Pendant 3 ans, 1500 personnes auront cumulé 3 millions d'heures de travail pour la créer, pièce par pièce. Pour donner une idée du volume de ce chantier, c'est 50 000 m3 de béton qui ont été coulés, donc l'équivalent du viaduc de Saint-Paul. C'est 400 km de câbles électriques qui représentent finalement 2 fois le tour de l'île de la Réunion. Et les manutentions prennent parfois des proportions impressionnantes. La mise en place des 12 moteurs, monstres de 320 tonnes pour 25 000 chevaux, a duré plusieurs jours. 6 d'entre eux devraient démarrer bientôt. Go. Now. Minus 0.6. Moins 0,6. Yeah. Je vais te montrer un truc là au bout. Là. C'est Salomon qui supervise les dernières vérifications. Exactement comme un moteur de voiture. On est en train de voir si notre moteur est complètement aligné par rapport à l'axe d'accouplement avec l'alternateur. Donc on essaye d'éviter vraiment tout point bloquant au démarrage et ça fait qu'il faut qu'on vérifie l'horizontalité de notre arme en Wacam. Dans cette salle de désalinisation de l'eau de mer, les ingénieurs systèmes sont aussi sur le pont. Ligne après ligne, scénario après scénario, ils vérifient le fonctionnement de centaines de capteurs. Vérifier le démarrage à la pompe de dosage 6114. C'est bon. Dosage en cours. Dosage en cours, c'est bon. D'accord. Là, on est dans une phase d'essai à blanc, ce qu'on appelle les essais à blanc. C'est-à-dire qu'on va tester toute l'instrumentation et les actionneurs, donc tous les capteurs de pression, de débit, toutes les pompes, toutes les vannes. On vérifie que toutes les informations remontent bien aux automates et que les séquences de démarrage et d'arrêt se passent correctement. C'est un travail de fourmi qui est nécessaire parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire en réel. Si une pompe ne s'arrête pas en réel, ça peut avoir des conséquences graves. Tous ces capteurs sont reliés à la salle de commande. Didier est l'un des opérateurs qui contrôlera l'ensemble de la centrale depuis ses instruments. En attendant, il mémorise chaque détail de l'installation. Avant le démarrage, il faut que je m'approprie de tout le site. On a 14 hectares, donc comme j'aurai sous ma disposition deux rondiers, 2 agents techniques, donc si au cas où d'une anomalie, il faudrait que je les envoie opérer. Donc il faut que je sache les diriger. Donc mon rôle là pour l'instant, c'est de connaître le terrain de façon après retransposer sur l'écran. Notre travail, c'est pas uniquement de produire, de mettre de l'énergie sur le réseau, mais de le mettre le plus proprement possible. Notre chef de bloc, mis à part démarrer et appuyer sur un bouton, il faut qu'il surveille ce qu'on consomme. Il ne faut pas en consommer trop, pas trop de fioul, pas trop d'eau, pas trop d'urée, pas trop de produits de traitement. Il contrôle la consommation, mais on doit aussi contrôler ce qu'on rejette. Et la centrale bénéficie de toutes les avancées technologiques en faveur de l'environnement. Un système de filtration permet de réduire de 85% les rejets d'oxyde d'azote. Des systèmes de récupération de chaleur vont produire de l'énergie. Même l'eau utilisée par la centrale sera pompée en mer, puis dépolluée avant d'être rejetée. Et des bassins d'orage, comme celui-ci, permettent déjà de retenir toutes les eaux qui circulent sur le site. On a des analyseurs au niveau de ces bassins d'orage qui mesurent la qualité de l'eau. Et si la qualité de l'eau n'est pas bonne, on a une vanne environnementale qui va se fermer automatiquement. Et on va donc garder les eaux dans les bassins d'orage. On va regarder quel est le problème au niveau de la qualité de l'eau et on va traiter en fonction du problème. L'idée, c'est de diminuer le plus possible l'impact sur l'environnement. On a également pour objectif d'avoir une certification ISO 14001, donc environnementale, qui répond aux normes environnementales, à des normes internationales. ISO 9001 pour les normes de qualité et OSAS 18001 pour tout ce qui est prévention et sécurité. Le défi sera ensuite de concrétiser les nombreux projets d'énergie verte actuellement en développement et d'améliorer l'efficacité énergétique pour que cette centrale thermique ne soit plus qu'un outil d'ajustement au service des énergies renouvelables.